Bonjour tout le monde. Vous vous êtes inscrits en grand nombre. On est vraiment content de votre présence. C'est sûr qu'en temps normal, à travers l'événement Les institutions mangent local, on aurait fait ça en vrai, probablement. Mais selon les circonstances, on pense que c'était quand même un bon moment virtuel pour, un, vous présenter le programme Aliments du Québec au menu et deux, vous présenter, vous introduire un nouvel outil. Je pense que la sortie est très attendue, les fiches pratiques. Les objectifs sont les mêmes, tant pour le programme, pour l'événement que pour les fiches. C'est vraiment d'augmenter l'apport de produits locaux dans les institutions québécoises et aussi de vous accompagner pour le faire et de mettre en valeur ce que vous faites déjà ou ce que vous entamez comme démarche. Là, on est à notre premier webinaire. Il va y avoir une série de 8 autres webinaires après celui-ci qui vont vous présenter les fiches pratiques plus en détail par milieu. Je vous en informerai à la fin. Ensuite, c'est ça, on n'est pas dans notre canal de communication habituel, fait qu'on vous demande d'être indulgent. On est plus habitué aux rencontres en personne, mais je pense que ça peut très bien aller quand même. Pour les instructions pour le webinaire, c'est assez simple. Caméra éteinte, micro fermé de votre côté. La moyenne de communication avec nous, c'est vraiment d'aller dans le question-réponse en bas. Il y aura toujours là, Dominique ou moi ou Muriel qui pourra vous répondre à vos questions. Aussi, à la fin de ce webinaire, on va vous faire parvenir par courriel un résumé un peu un one-pager du programme Aliments du Québec au menu, un lien pour aller consulter les fiches pratiques et aussi les invitations officielles pour les webinaires à venir. Muriel, quelque chose à ajouter? Bonjour tout le monde, puis merci Mathilde. Non, pas quelque chose de particulier, mais vraiment vous remercier d'être tous ici présents, puis aussi saluer le grand travail justement réalisé par Mathilde et Dominique là, dans le cadre des Journées des institutions mangent locales, le programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu et les fiches justement qui vont vous être présentes. Super. Donc, voilà. Qui sommes-nous? Comme vous savez, on est en partenariat avec Équiterre. Donc, moi, je vais me charger de vous présenter la partie Aliments du Québec. Fondée en 1996, on est par les membres de la filière agroalimentaire. On a vraiment la mission de promotion de l'industrie agroalimentaire avec nos marques Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec et les déclinaisons bio, ainsi que via le programme Aliments du Québec au menu. On compte 1350 entreprises au sein d'Aliments du Québec qui ont des produits certifiés sous pleine certification différente. Ça représente environ 20 000 produits. Donc, ça fait 20 ans qu'on est là pour encourager les Québécois d'être fiers de leur terroir, de manger local, de partager leurs recettes et leur amour pour les produits et les producteurs d'ici. Alors, de notre côté, Équiterre, c'est une organisation environnementale qui existe depuis maintenant 25 ans. Équiterre, sa mission, l'objectif, dans le fond, c'est vraiment de proposer des solutions concrètes dans le but d'accélérer une transition vers une société où, d'une part, les citoyens, mais aussi les organisations, les institutions, les gouvernements font vraiment des choix écologiques et également sains, équitables. Donc, l'objectif, c'est vraiment de changer le monde un geste à la fois, donc qu'on puisse tous y contribuer à travers plusieurs petits gestes. Puis on est vraiment content de travailler là, en partenariat avec Aliments du Québec dans le cadre justement du programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu. Puis j'aimerais justement ça réintroduire, repasser la parole à Mathilde. Mathilde, c'est vraiment justement quelqu'un qui travaille très fort dans les dernières années pour ce programme, pour faire grandir, qui a fait grandir ce programme de reconnaissance-là, tant dans les restaurants, mais également dans les institutions du Québec. Puis on est vraiment content de compter sur toute ton expertise et ton expérience justement dans le secteur de l'agroalimentaire dans les dernières années. Merci. Donc, oui, c'est ça. Comme je suis coordonnatrice au programme Aliments du Québec au menu, je pense que je suis très bien placée pour vous en parler. Puis, ça fait longtemps que je navigue dans le milieu de l'agroalimentaire dans plein de sphères différentes, mais je suis vraiment contente
d'être actuellement pour Aliments du Québec depuis 1 an et demi, puis de travailler à la promotion de ce programme que je trouve très structurant et très accompagnateur, en plus de me faire travailler avec plein de jolis partenaires. Donc, le programme Aliments du Québec au menu, c'est ça. Je sais que vous êtes plusieurs à le connaître ou même à être connus. J'ai vu les gens qui se sont inscrits au webinaire. On trouvait ça quand même important de vous en reparler, de vous l'expliquer ou de vous le réexpliquer. Parce que c'est un bon moment pour les institutions qui sont reconnues de voir tout le potentiel, de valoriser leur travail qu'ils font à travers le programme, mais aussi la démarche qui a été entreprise par eux. C'est aussi un bon moment pour les institutions qui commencent à entamer ou qui ont déjà entamé une démarche pour essayer de structurer un peu où ils sont rendus, la quantification, ainsi qu'avoir des guides. Puis aussi, pour ceux qui démarrent, qui sont tout jeunes dans l'approvisionnement local, peut-être un point de départ là, pour les accompagner. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de partenaires et d'acteurs du milieu agroalimentaire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un peu notre rayonnement, soit dans les régions ou même dans différents milieux. Donc, pour vous, de bien connaître le programme, ça vous permet de le faire vraiment rayonner et de l'offrir comme ressource auprès des institutions avec lesquelles vous travaillez. On a la stratégie nationale d'achat d'aliments locaux dans les institutions et c'est sorti hier. On est content. Puis on est vraiment content de pouvoir continuer d'accompagner les gens. Puis dans le cadre de cette stratégie-là, le programme peut aussi vous être utile en tant que cible si vous voulez de l'accompagnement pour déterminer vos cibles aussi. Donc, voilà. En continuation avec ce que je disais au début à propos d'Aliments du Québec, c'est vraiment que Aliments du Québec veut être présent dans toutes les occasions. Oui, à l'épicerie, dans la vente de détail, mais aussi au resto, à la cafétéria, à l'hôpital, à l'école, à l'université. Depuis 2014, le programme est présent dans les restaurants. On a construit d'abord le programme pour les restaurateurs avec l'appui de l'Association Restauration Québec. Puis ensuite, en 2016, avec Équiterre, on a développé le volet qui était dédié au milieu institutionnel. On considère que le milieu achéri est un milieu super important pour l'économie. C'est vraiment une vitrine incomparable pour les produits d'ici et les producteurs d'ici. Donc, on pensait que c'était vraiment important d'avoir un programme qui leur est spécifique parce que, vous le savez, le milieu institutionnel est vraiment plein de petites particularités dans son ensemble, mais aussi chacun des différents types de milieux. Le programme en soi, c'est quoi? C'est un programme de reconnaissance restaurant-institution qui valorise les produits du Québec dans le menu. Notre critère, un approvisionnement majoritairement québécois. Aujourd'hui, en plein événement des institutions Mange local, on va se concentrer sur les institutions. Je reste à votre disposition si vous voulez plus de détails au niveau du programme pour les restaurateurs, parce qu'on parle de 2 secteurs vraiment différents et de 2 façons de fonctionner relativement assez différentes aussi. À qui s'adresse le programme au niveau de l'institutionnel? Établissements de santé, centre de la petite enfance, école d'enseignement primaire, secondaire, enseignement professionnel, établissement supérieur, cégep, camp d'été, organisme de promotion de scène de vie. En fait, on est vraiment ouvert à tout type d'institutions et d'organisations. Ceux qui sont cités là, c'est vraiment les plus communes, celles dans lesquelles on s'est vu avoir plus de demandes au niveau de la reconnaissance. Mais de plus en plus, on a beaucoup d'organismes de promotion de saines habitudes de vie qui s'intéressent au programme, comme par exemple la Fondation Tremplin Santé, qui travaille auprès des camps d'été, avec qui on a un partenariat au niveau de la reconnaissance aussi, ou encore des ateliers comme des organisations comme les ateliers 5 épices ou C'est moi le chef, qui organisent des ateliers éducatifs auprès de la petite enfance. Nous, l'important, c'est d'aller travailler avec n'importe qui travaille avec l'alimentation et qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit de plus en plus locale. En chiffres, on est à 170 établissements reconnus au programme actuellement. Juste pour vous donner une idée de grandeur, en 2019, on avait 119 établissements reconnus et en 2018, on en avait 71. Donc, on peut vraiment dire que c'est un mouvement grandissant.
Là, vous voyez dans lesquels secteurs se retrouvent les établissements reconnus. Considérez à travers tout ça que 60 de ces établissements-là sont reconnus grâce à l'implication d'entreprises de gestion en services alimentaires. 40 de ces institutions-là sont de Aramark Québec. Il y a un 10 qui est Compass Québec. Puis, le autre 10 est partagé entre la Miel Saint-Laurent, Services alimentaires Bleu Lotus, Sodexo, Excelso et La Liberté et Associés. C'est donc dire qu'il y a quand même là, une grande présence au niveau des grands fournisseurs de services alimentaires. On a aussi beaucoup d'établissements primaires, secondaires. Ils sont inclus, dans les chiffres qu'il y a là, sont inclus les écoles de l'initiative de la ferme à l'école, avec lesquelles on est fièrement partenaire. Il y a 5 nouvelles écoles qui vont s'ajouter, qui sont les 5 nouvelles écoles boursières de cette année. Il y a aussi dans la catégorie services à la petite enfance, au niveau du 12 on y inclut ici aussi les petits ambassadeurs de saveurs, l'accréditation pour les services de garde au niveau dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec qui aussi on a un partenariat qui automatiquement un petit ambassadeur et aussi un établissement reconnu Aliments du Québec au menu. Puis, oui, d'ailleurs, à propos des petits ambassadeurs, je voulais vous dire, comme pour les autres régions, de suivre les projets reliés à ça parce que ça va s'étendre justement à plusieurs régions là, dans un projet concerté. Dans la situation actuelle, avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire, c'est sûr que les 170 établissements ne sont pas actuellement en activité. On a quand même mis ceux qui sont reconnus au programme et qui pourraient l'être en tout temps. Au niveau de la distribution régionale, je vous parle un petit peu des ambassadeurs de saveurs de la zone boréale, des petits ambassadeurs de la zone boréale qui constituent quand même, c'est pourquoi on va retrouver le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un 12 évidemment, compte tenu de la concentration des établissements, Montréal et la capitale nationale se retrouvent aussi en haut de la liste au niveau des nombres d'établissements reconnus par région. On a 5 régions à conquérir, Côte-Nord, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Nord du Québec, Abitibi-Témiscamingue et Outaouais. On comprend que les défis en région ne sont vraiment pas les mêmes, puis chacun a les siens en fait, mais on ne vous oublie pas. Puis on a très hâte de reconnaître un premier établissement dans chacune de ces régions-là. Je vais vous lancer un petit sondage. Vous pouvez répondre en ligne. Si tout va bien, si j'ai bien fait mes devoirs, vous pourrez répondre facilement en ligne. Alors, je vous lance le sondage et je vous laisse y répondre parce que je suis curieuse de savoir parmi les participants qui est reconnu. Attends encore un petit peu. J'ai mis une catégorie ne s'applique pas parce que je suis consciente que les partenaires souvent n'ont pas à être dans cette démarche de reconnaissance-là. Je suis contente de voir en cours. C'est bien intéressant. Je vous donne encore 7, 5, 33 réponses, là, je pense que ça nous donne quand même une bonne idée. Donc, on a, je vais partager les résultats, vous allez voir, c'est ça, il y a 42 qui ne s'appliquent pas, je présume que c'est des partenaires ou des tables de concertation ou souvent des CIUS ou des regroupements auxquels c'est plus difficile qu'ils soient complètement adhérents. On a 21 7 qui sont reconnus au programme, merci beaucoup. On est vraiment content que vous soyez là. Puis, on a un 30 qui nous reste à vous conquérir. Là, je pense qu'aujourd'hui, on est là pour vous convaincre. Puis, au pire, vous avez les fiches pratiques ensuite pour vous aider. Merci. On va arrêter la page de résultats. On va fermer ça. Ça aussi, c'était une première expérience d'un petit sondage en ligne, mais ça me donne une bonne idée. Je suis vraiment contente des données. Le gros du sujet par rapport aux aliments de la reconnaissance aliments du Québec au menu, c'est évidemment comment ça fonctionne.
Ça fonctionne avec 2 options de reconnaissance, en option plat ou en option approvisionnement annuel. Juste pour vous donner une idée de grandeur, on a 25 des établissements qui sont reconnus en approvisionnement annuel sur les 170 établissements reconnus. C'est donc de dire que les établissements reconnus sont davantage en option plat. Ceci est expliqué beaucoup parce que les gestionnaires en services alimentaires, c'est beaucoup plus complexe pour eux de faire une reconnaissance en option approvisionnement annuel. Donc, il y en a beaucoup, Aramark, Compass et les autres que j'ai nommés, qui font partie de l'option plat parce que c'est plus facile de la mettre dans plusieurs établissements après et de la contrôler aussi. Pour les deux options, ça fonctionne de la même façon. On vous fournit des modèles. Vous avez besoin de nous remettre des rapports, des confirmations de fournisseurs. Puis, toute cette gestion-là, autant dans l'option plat que de l'option approvisionnement annuel, se fait via votre compte, mais également avec des communications régulières avec moi. Pour les 7 entreprises institutions qui sont reconnues ou les 2 autres qui sont en cours, vous le savez, on a eu la chance probablement d'échanger abondamment sur les fournisseurs et les détails pour avoir une de ces 2 reconnaissances-là. Un petit peu plus en détail pour vous aider. On commence avec, je vais juste vous expliquer brièvement l'option plat, parce qu'on a certains critères pour respecter. Il faut que ça soit un entrée, un plat, un dessert, un accompagnement, une collation. On est assez large là, dans le spectre. Puis aussi, il faut que ça soit composé de 50% minimum en poids. On le marque en poids, mais si vous avez une recette qui est en millilitres et que tous les ingrédients de la recette sont en millilitres, vous n'avez pas à la convertir en poids. Il faut juste que j'aie une même mesure sur chacune des recettes pour que ça soit vraiment plus juste au niveau du pourcentage. Ensuite, il faut offrir au minimum 5 plats reconnus par menu cyclique. En général, vous avez des menus cycliques de 3-4 semaines, des fois saisonniers. Je vous dirais que très rares sont ceux qui sont en plat, qui n'ont que 5 plats. En général, il y a beaucoup plus de plats qui sont soumis parce que vous pouvez en soumettre le nombre que vous voulez. Plus vous en soumettez, plus vous êtes visible, plus c'est facile pour vous de toujours un peu avoir le logo présent à chaque jour dans vos offres de repas. Donc, c'est pas mal ça. Pour la reconnaissance plat, c'est ça. Pour la reconnaissance en approvisionnement québécois, ça va être vraiment les dépenses alimentaires annuelles qui vont être calculées. C'est sûr que ça demande un petit peu plus de travail, mais je vous dirais que de ne pas hésiter à contacter vos fournisseurs ou vos distributeurs qui sont souvent capables de vous fournir des listes détaillées de vos achats dans une période donnée. Moi, souvent, avec ces informations-là, j'en ai assez pour déterminer la provenance du produit parce que j'ai un accès VIP à la base de données d'Aliments du Québec. Pour obtenir cette reconnaissance-là, ça va être calculé pour l'année. Puis, on va pouvoir déclarer que l'institution est en approvisionnement majoritaire, ça a 50 et plus. Par contre, on trouve ça super important de vous évaluer et que vous obteniez la reconnaissance, peu importe le nombre de pourcentages que vous avez. Si vous avez 30 vous êtes reconnu pareil à 30 vous n'avez simplement pas le majoritairement québécois. Et le but, c'est vraiment d'avoir pour vous un chiffre, une donnée et de voir en temps, à chaque année, comment vous pouvez vous améliorer. Chose importante, autant pour les plats que pour l'approvisionnement alimentaire en dépenses, on exclut les boissons. Moi, je vous donne souvent les données. Si vous me les avez montrées, je peux quand même vous dire vous approvisionnez à peu près à quelle hauteur au niveau des breuvages. Mais ils sont exclus des plats. Et c'est vraiment, à moins qu'ils soient constituants d'une recette, c'est vraiment parce que c'est plus facile d'obtenir un haut pourcentage avec des breuvages. On veut vraiment aller analyser les menus qui sont davantage préparés. C'est ça. On a une grille de calcul pour vous, mais comme vous savez, on est de nombreux partenaires à essayer de trouver une façon pour vous de quantifier tous ces produits-là et que ça soit plus facile. Donc, on sait que ce n'est pas encore l'idéal et que vous devez nous fournir beaucoup de documents et qu'ils ont fait un grand suivi, mais dites-vous qu'on est en train d'essayer de trouver des moyens pour l'améliorer, mais que ça vous donne quand même un indicateur fantastique de où vous êtes rendu et ça vous permet aussi de vous dire où vous voulez aller et en combien de temps et ce qui est ça.
Là, on parle donc d'approvisionnement local. Tout le monde a un peu sa définition. Nous, on doit s'arrêter à une et c'est celle d'Aliments du Québec. Mais il reste qu'on ne comptabilise pas que les produits qui sont certifiés chez nous. Comme la certification, l'adhésion n'est pas obligatoire pour les entreprises du Québec d'être adhérents à Aliments du Québec, bien, on y va avec. C'est sûr que c'est plus facile pour moi quand les produits sont certifiés. Ils sont tout de suite dans la catégorie approvisionnement local. Sinon, si un produit n'est pas certifié par notre organisation, bien à ce moment-là, je vais appliquer les mêmes critères que si c'était un produit qui devait être évalué chez nous. Donc, je vérifie bien la provenance et les fournisseurs. Aussi, je le mentionne toujours, faire attention, un distributeur québécois, ça ne garantit pas qu'on achète des produits québécois ou que ça vient d'un producteur québécois. Il faut vraiment aller vérifier le lieu de production, le lieu de transformation ou le lieu où les aliments ont été élevés ou poussés. C'est ça. C'est ça. Puis on est tout le long du processus par rapport aux identifications des produits québécois. On est vraiment présent là, pour une petite question rapide, pour 100 questions longues. On est vraiment là pour ça aussi. Puis toute cette partie-là d'identification, de quantification, elle va faire l'objet d'un webinaire dans notre série de webinaires. Ça va être le dernier, celui du 29 octobre. Donc, vous pourrez vous y inscrire quand on va vous envoyer le rappel avec tous les webinaires à la fin de celui-ci. Comment participer, ça, c'est un peu un résumé. Le comment faire, c'est les deux options. Et le comment participer, c'est un peu les étapes pour se rendre jusqu'au bout avec un chiffre de reconnaissance ou des plats reconnus et un affichage possible à faire. C'est assez simple. Inscription en ligne, québecauxmenus.com, activation du compte et ensuite acquittement des frais. Le volet institutionnel comporte des frais. La tarification selon le type d'institution, de gestion et le nombre d'usagers ou d'établissements selon le secteur. Il faut compléter, à partir du moment qu'on paie les frais, on complète aussi toutes nos informations générales, les établissements qui vont, si on a plusieurs établissements, si on a plusieurs points de service, on marque toutes ces informations-là pour que moi, je les ai en main. Puis ensuite, vous serez automatiquement abonné à notre infolette Aliments du Québec au menu. Et aussi 2 fois par année ou sur demande, vous allez recevoir une liste avec les codes barres de produits HRI qu'on a dans notre système en fait. D'ailleurs, dans les 7 et presque 9 institutions reconnues, si jamais il y en a qui ne reçoivent pas ces informations-là, mais qui désireraient les recevoir, n'hésitez pas à me joindre après le webinaire pour que je vous ajoute à la liste si ça n'avait pas été déjà fait avant. De même que pour l'infolette Aliments du Québec au menu, si on a des partenaires ou des acteurs du milieu qui seraient intéressés à le recevoir, n'hésitez pas à m'écrire, je vous ajoute sur la liste. C'est assez simple, puis ça nous permet de partager ce qu'on fait et ce que nos partenaires font aussi. Ensuite, il faut choisir l'option de reconnaissance. Je vous ai quand même très bien documenté à ce sujet. Puis ensuite, c'est la soumission des documents. Pour la soumission des documents, il y en a qui m'envoient tout en 5 minutes de la journée même. Il y en a que ça leur prenne 1 mois, il y en a que ça prend 6 mois. On va à votre rythme, on comprend que ce n'est pas toujours facile. Et moi, j'ai souvent des relances à vous faire là, quand j'arrive au moment de l'évaluation. Donc, je vous questionne un peu davantage sur plusieurs produits. L'évaluation, on aimerait vraiment ça pouvoir la faire en 10 jours. Quand on a un dossier extrêmement complet, très étoffé, très détaillé, je ne peux pas m'empêcher de nommer dans ce style de dossier-là le CHU Sainte-Justine qui me fournit des dossiers d'une qualité incroyable. Donc, ça va beaucoup plus rapidement. Moins il manque d'informations, plus c'est sûr que ça va être un peu long. Je sais qu'il y en a actuellement qui sont en attente d'évaluation. Ça s'en vient. Ensuite, ça va être la reconnaissance. Une fois que j'ai fini d'évaluer, ça va être la reconnaissance en pourcentage ou pour le plat. Avec le pourcentage, vous allez avoir un chiffre de pourcentage. Puis, en plat, les pourcentages ne sont pas dévoilés. Le plat est tout simplement reconnu saisonnier, qui est une autre option aussi, où il est refusé. Ensuite, c'est la partie la plus fun, c'est la visibilité. On peut vous mettre de l'avant, on a des outils promotionnels que je vais vous présenter ensuite. Puis, on veut surtout parler de vous à travers les campagnes qu'on fait. On veut vous voir participer aux institutions et manches locales. On veut essayer de vous rendre aussi visible dans toutes les publications qu'on fait. Ensuite, c'est le renouvellement. Puis après ça, ça recommence, là, presque. C'est le renouvellement, les frais d'adhésion, les mises à jour. Lorsqu'on est en approvisionnement en pourcentage, vous devez resoumettre
les documents pour la période donnée d'1 an. Puis, on va refaire le calcul de pourcentage, qui est un exercice super intéressant pour vous, pour avoir un suivi, voir vos évolutions. Des fois, le chiffre reste le même, des fois, le chiffre baisse, ça dépend, il y a beaucoup d'éléments qui changent, mais au moins, ça vous donne un bon indicateur de où vous êtes rendu. Puis, pour les plats, il faut juste s'assurer que les informations contenues dans les plats qui ont été soumis et reconnus sont les mêmes. Donc, on n'a pas besoin de remettre tous les plats, à moins qu'il y ait des changements. L'idéal, c'est d'aller aussi sur le site là, et vous pouvez vraiment bien voir toutes les informations. Je parlais de vous afficher. Bien, c'est ça, Aliments du Québec, c'est la reconnaissance, mais c'est aussi la valorisation de ce que vous faites. Dans les 7 reconnus et presque 9 établissements reconnus qui sont présents avec nous aujourd'hui, je ne sais pas lequel d'entre vous affiche ou pas, mais sachez que tout est là. On a aussi dernièrement développé les outils en anglais. On est très content de pouvoir les offrir aussi à ceux qui ont une clientèle plus anglophone. Et c'est comme important que vous soyez présent avec ces genres d'outils-là pour votre clientèle, mais aussi pour vos gestionnaires, pour vos employés. Je pense que c'est vraiment bien, là, plus vous vous montrez, plus les gens vont considérer tout ce travail-là que vous faites au niveau de l'approvisionnement local. On a tout ça, c'était juste pour vous montrer qu'on a tout en numérique qui s'adapte avec vos couleurs selon votre milieu, votre type d'établissement. Qu'est-ce que le processus? Bien, je pense que vous en avez une petite idée quand je vous en parle de ce que le processus peut vous permettre de faire. C'est vraiment, je vous dirais, c'est faire partie d'un mouvement puis d'en tirer profit. C'est une démarche encadrée, c'est un programme structurant. On vous accompagne tout au long. C'est accéder aussi à des outils de travail et participer à la révolution. Les fiches techniques et les fiches pratiques sont un super bon exemple, mais on travaille aussi avec d'autres partenaires sur d'autres outils. Ça vous permet de mettre de l'avant vos efforts en matière d'approvisionnement local. Des fois, ça se rend jusqu'à votre direction. Ça montre un signe fort de votre travail et de la priorité de l'approvisionnement local. Ça vous permet de profiter d'opportunités de maillage. Puis, évidemment, bien, ça soutient l'économie d'ici. Puis, ça vous permet aussi, là, à travers tout ce processus, vous allez être invité à des événements de l'industrie, des événements grand public, puis des initiatives. Puis, campagne publicité, promotion là, que vous verrez. Ça permet aussi, pour certains, là, de vraiment se démarquer au niveau de son leadership. Je peux difficilement ne pas renommer le CHU de Sainte-Justine pour son leadership au niveau des milieux de la santé, qui a pris vraiment là, action et qui est vraiment devenu un modèle pour l'approvisionnement local en institution. Ils ont été bien épaulés par l'équipe d'équipeurs aussi et ça se reflète dans tout leur travail, tout ce qu'on peut voir là, au niveau du grand public et même de leurs employés et patients. Les bénéfices et retombées, c'est un petit peu plus loin. C'est une fois que la reconnaissance est faite, c'est un peu plus à l'extérieur. Mais c'est ça, c'est visibilité, crédibilité, reconnaissance. La mobilisation, ça vous permet de soutenir au niveau de la direction, ça permet de se doter de chiffres, ça permet d'aller plus loin, ça se permet de se doter aussi d'un plan d'action là, où on s'en va avec une reconnaissance. Puis ça permet vraiment d'ouvrir là, les canaux un peu de communication et de faire en sorte que personne ne travaille en silo, puis qu'on soit tous ensemble, puis qu'on se donne, qu'on mette de l'avant les meilleures pratiques. Les événements que je vous parlais tantôt, qu'on vous met de l'avant, on travaille avec beaucoup de partenaires. Bien, cette année, c'est la 2e édition des institutions Mange locales. Bon, c'est un peu particulier dans le contexte actuel, mais en même temps, on est super contents. On a plein de participants. C'est un peu pour ça aussi qu'on vous offrait le webinaire pour un peu compenser les activités en présentiel qui sont un petit peu plus restreintes. On est toujours partenaire avec Équiterre pour cet événement qu'on aimerait qu'il revienne à chaque année. On est aussi partenaire avec le défi 100% local et donc l'étape de concertation alimentaire régionale avec qui on est très heureux de partager toute cette célébration des produits d'ici. On a eu cette année peut-être à peu près une 70aine de préinscrits pour des activités lors des journées des institutions Mange locales. Je serai en mesure de vous fournir le nombre d'activités et de participants plus à la fin, là, autour du 4 octobre. On est entouré de partenaires fantastiques qui nous permettent de faire des événements pour vous, les institutions, comme les rencontres et réseaux d'acheteurs avec le CIBIM.
mais aussi des rencontres court-circuit avec, par exemple, le jardinier maraîcher, Récolte, le système alimentaire montréalais. On travaille avec aussi la tablée des chefs à diverses initiatives qu'ils font dans les écoles ou auprès des écoles hôtelières. On veut, le programme veut être présent, puis veut être vraiment comme à l'écoute de vos besoins. Donc, si c'est des journées d'acheteurs qu'on doit rajouter, ben c'est ce qu'on fera. Des visibilités aussi, ça c'est vraiment pour vous mettre de l'avant. Caroline Champeau du Sainte-Justine en gros plan. On a travaillé avec divers magazines, à Chérimagne, La Presse, le magazine Caribou avec 100 degrés. On est vraiment content de vous mettre de l'avant. L'institutionnel, c'est pas toujours le plus glamour des secteurs, mais je pense qu'on réussit à mettre votre travail de l'avant et montrer à quel point vous travaillez bien. Puis, vous avez toutes vu notre campagne de champions là, dans différents milieux. Vous avez été plusieurs à y participer. On est toujours aussi fiers. Puis, pour qu'on puisse faire des campagnes de champions, il faut que vous nous disiez qu'est-ce que vous faites. Des fois, vous êtes des secrets bien gardés, puis on ne sait pas ce que vous faites. Communiquez avec nous, parlez-nous de vous, puis ensuite, on va essayer de faire rayonner tout ça, toutes ces belles initiatives-là pour l'approvisionnement local. Des ressources pour vous aider. C'est un peu pour finir, dans le fond, c'est aussi c'est ça qu'on veut, d'essayer de vous trouver des outils pour vous informer, pour vous rendre visible, pour mobiliser votre équipe, pour vous inspirer. On a des projets avec divers partenaires, dont le CIBIM pour des journées d'acheteurs. On a un cahier d'activités pour les camps de jour en préparation en lien avec un projet de la tablée des chefs, mais maintenant avec en plus la Fondation Tremplin Santé comme partenaire. On a avec l'ITHQ un super beau projet pilote duquel va nous arriver 120 recettes standardisées de produits d'ici. Et on a les fiches pratiques et les webinaires qu'on est actuellement en train de faire en partenariat avec Équiterre. Je remercie souvent Équiterre parce qu'ils sont super importants pour nous. C'est des partenaires clés. Mais évidemment, le MAPAC l'est tout autant. Puis l'état de concertation, dont le CIBIM, qui font partie de notre comité de suivi pour faire en sorte que ce programme-là évolue bien et s'élève. L'ITHQ, l'Association québécoise de distribution des fruits et légumes, la tablée des chefs, sont toutes des personnes qui font partie de ce comité-là qui nous aident à mettre de l'avant vraiment un plan d'action à votre image puis qui peut être utile pour l'approvisionnement local en institution. Un dernier merci à Équiterre. Je vais sur ce laisser la parole à Dominique Lacroix et Muriel Vrins pour en parler plus des fiches pratiques. Moi, je tiens vraiment à en profiter pour remercier leur travail exceptionnel sur ce dossier-là. Vous allez en avoir le premier aperçu à l'instant, mais moi, je les ai eu dans les mains et c'est un petit bijou et je suis sûre que ça va être extrêmement utile. Merci. Il va y avoir une période de questions-réponses à la fin, fait que si vous avez quelque chose, gênez-vous pas. Pas long. Ça sera pas long. Je vais essayer de partager, mais j'ai un petit bug. Ça sera pas long. J'espère que ça va marcher. Est-ce que vous voyez? Oui? Oui, on voit bien. Tu peux le mettre en mode présentation, mais on voit très bien. Oui, j'aimerais juste ça faire. Parfait. Alors, oui. Donc, juste avant de commencer, j'ai besoin de vous dire que même si je fais de temps en temps des webinaires, c'est toujours un petit peu stressant pour moi. Donc, une fois que c'est dit, peut-être que ça va mieux aller. Alors, c'est notre tour de vous présenter les fiches pratiques. Donc, qu'on a intitulé la recette clé pour un approvisionnement local et éco-responsable dans les institutions du Québec. Donc, notre toute nouvelle publication. On en a profité pour la lancer en même temps que les journées Les institutions mangent local. Et on a été bien heureux de constater la nouvelle stratégie nationale d'achat d'aliments québécois dans les institutions qui a été annoncée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation hier. Donc, c'est un très bon timing pour vous présenter notre outil qui va aider à cet effet. Et donc, je nous présente vos deux présentations pour les prochaines diapositives. Muriel Vrins, qui est gestionnaire de programme alimentation chez Équiterre, et moi-même, Dominique Lacroix, qui est conseillère en approvisionnement institutionnel chez Équiterre et qui a travaillé sur les fiches dans la dernière année, principalement, et autres projets.
Donc, je pense que je te laisse continuer, Muriel, pour les prochaines diapos. Oui, merci Dominique. Peut-être juste vous mentionner, je vous ai présenté brièvement Équiterre en début de présentation. Vous dire qu'Équiterre travaille plus précisément au niveau de l'alimentation institutionnelle depuis maintenant près de 20 ans. Notre objectif, c'est vraiment de favoriser une alimentation qui est saine, locale, éco-responsable dans les institutions du Québec. Et au fil des années, on a mis sur pied là, différents projets et services, tant pour les producteurs, les éducateurs, les enseignants, les gestionnaires de services alimentaires, et ce, dans tous les types d'institutions au Québec, qui sont justement les garderies, les écoles primaires secondaires, les établissements de santé, les cégeps, les universités et les milieux de travail. Donc, on le voit, dans le fond, on a commencé à travailler là-dessus en 2002 avec le projet Garderie Bio. On tentait justement, on s'était dit, on avait mis sur pied le réseau des fermiers de famille à la grandeur de la province, puis on s'est dit, bien, si finalement les fermiers de famille peuvent approvisionner des citoyens, pourquoi ils ne pourraient pas aller livrer justement dans les CPE, dans les garderies? Et c'est un peu ce projet-là qui nous a fait embarquer dans la grande aventure. On a élargi ce projet-là à toutes les différentes institutions dans le cadre du projet à la soupe et depuis ce temps, on n'a pas lâché. On coordonne, on met en place aussi tous les projets de la ferme à l'école. Mathilde en a parlé brièvement. C'est toute l'installation des bars à salade dans les écoles et on tente là, justement de vraiment faire le lien avec Aliments du Québec au menu pour aller quantifier la part d'aliments locaux qui sont servis dans les écoles. D'autres projets aussi dans les établissements de santé, justement, on en a parlé, entre autres avec le CHU Sainte-Justine. C'était pour nous bien important. On a travaillé avec une équipe extrêmement, en effet, mobilisée, qui est allée très, très loin. Et par ce projet-là, on voulait encore plus démontrer que c'était possible, faisable et réaliste. Donc, les démarches se sont étendues à d'autres établissements de santé, dont le CHUM. Comme on l'a dit, on a travaillé à la création du programme Aliments du Québec au menu dans les institutions dès 2016 avec Aliments du Québec. Et on vient de mettre en place récemment une communauté de pratique en approvisionnement alimentaire, principalement à Montréal dans un premier temps, mais notre objectif, c'est justement de faire grandir cette communauté-là à travers la province, de permettre justement à des institutions d'aller encore plus loin en matière d'approvisionnement alimentaire et ensuite d'en inspirer un plus grand nombre là, à emboîter le pas. Tu peux passer à la prochaine, Dominique. Comme Dominique le mentionnait, on a vraiment un contexte qui est favorable dans les dernières années. Tout récemment, justement, avec l'annonce hier de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois dans les institutions, on salue vraiment cette grande avancée parce que je pense qu'elle va amener non seulement des moyens, mais également des gestes là, concrets pour augmenter la part d'aliments locaux et éco-responsables dans nos services alimentaires. Puis il y avait eu aussi, il y a quelques années, là, justement, la politique bioalimentaire du Québec qui, justement, avait donné, là, je dirais, déjà là, un grand souffle à l'augmentation de la part d'aliments sains, locaux et éco-responsables dans les institutions. On le sent aussi que c'est l'alimentation locale, c'est vraiment aussi un mouvement de société. On sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent connaître la provenance des aliments, c'est savoir aussi, pour mieux savoir justement ce qu'elles consomment. Et récemment aussi dans tout le contexte de la pandémie, dans les derniers mois, on voit qu'il y a eu un engouement pour l'achat local qui est de plus en plus marqué. C'est une chose, je pense que c'est très, très important de le faire en tant que citoyen, mais pour nous, justement, les institutions ont un rôle clé à jouer dans notre société pour vraiment pouvoir donner l'exemple. Donc, c'est vraiment une part de pourquoi on trouve ça aussi important, justement, de travailler en milieu institutionnel. C'est vraiment de pouvoir
dans notre société, donner l'exemple et inspirer les citoyens à emboîter le pas et adopter ces gestes-là au quotidien à la maison. On est en fait tous usagers d'institutions. C'est bon, tu peux l'avancer. On est tous en fait usagers d'institutions, que ce soit à la garderie, à l'école, au cégep, à l'université, dans les hôpitaux, en résidence, en CHSLD. Donc, on pense vraiment que c'est des lieux très, très importants pour nous influencer. Pourquoi on est arrivé à un projet de fiches pratiques? C'était justement pour rassembler, pour fédérer l'ensemble de toutes les informations, les expériences et les ressources disponibles en matière d'alimentation institutionnelle. C'est en effet un sujet complexe, qui a ses complexités, qui a ses difficultés. Puis on trouvait que c'était... Puis on sent qu'il y a souvent... Il y a plusieurs expériences, il y a plusieurs organisations qui ont développé différents outils pour justement venir aider, appuyer. Et on sentait vraiment le besoin de rassembler tout ça dans un tout. Donc, est venue l'idée là, de rédiger des fiches pratiques pour aller vraiment colliger cette information-là et rassembler l'expertise. À qui elle s'adresse? En fait, elle s'adresse à toute direction et gestionnaire d'institutions, direction et gestionnaire de services alimentaires, également des chefs cuisiniers, des responsables en alimentation, des nutritionnistes, également des enseignants, des éducateurs, des intervenants. Ils ont aussi beaucoup un rôle à jouer des fois dans l'influence qu'on peut avoir dans le service alimentaire présent dans l'institution et évidemment plusieurs partenaires et autres acteurs de l'alimentation institutionnelle, simplement pour agir aussi à titre de relayeur, à titre de mobilisateur aussi auprès des différentes institutions dans votre région. Je repasserai la parole à Dominique et je tiens justement en donnant la parole à saluer là, ton grand travail derrière ces fiches pratiques-là. Bravo. Merci. Donc, avant de vous présenter les fiches comme telles, je voulais vous parler un peu de ce qui a été fait pour y arriver parce que c'est un travail qui a demandé plusieurs étapes. Donc, c'est sûr qu'on a recensé les principaux écrits en ce qui traitait d'approvisionnement alimentaire institutionnel au Québec, mais aussi surtout des différentes démarches d'approvisionnement qui étaient connues, reconnues, certifiées, accompagnées, donc des milieux concrets qu'on a visités. Et puis aussi, on a recensé ce qui existait comme ressources et outils pertinents disponibles et en cours, parce qu'en cours de route, en cours d'entrevue, de rencontre de tous ces partenaires et institutions, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'outils qui se développaient en parallèle. Le COVID a ralenti un peu la sortie de certains d'entre eux, mais il y en a plusieurs qui vont être présentés dans les fiches et d'autres à venir qu'on souhaite pouvoir justement faire circuler. Donc, comme je disais, on a rencontré beaucoup de gens. Donc, pour ce qui est des milieux rencontrés, on a rencontré 2 à 4 responsables de services alimentaires dans chacun des milieux. Ça peut être des responsables de services alimentaires ou des gestionnaires, mais de 2 à 4 pour un total de 23 entrevues, plus des entrevues de partenaires de chacun des milieux. Donc, 8 entrevues, c'est beaucoup d'entrevues, beaucoup d'informations qu'on a mis ensemble pour arriver à vous présenter une marche à suivre. Puis je tiens à dire que tous ces collaborateurs-là ont relu aussi les sections qui les concernaient. Donc, pour valider l'information, on voulait être certain que ça représente bien ce qu'on avait saisi. Et puis, on a aussi fait valider l'aspect légal des actions à entreprendre qu'on suggère dans certains cas pour s'assurer que c'était correct. Alors, voilà. Donc, en quoi consiste l'outil? C'est vraiment 8 fiches pratiques. Donc, une fiche d'introduction. Aujourd'hui, on va parler plus de celle-ci, mais aussi du projet en général. Puis, comme Mathilde a dit, il va y avoir des webinaires sur chacune des thématiques, chacun des secteurs un peu plus tard qui vont vous être diffusés. Donc, une fiche d'intro, 6 fiches destinées au milieu spécifique. Donc, on couvre le milieu de la petite enfance, le milieu scolaire, collégial, universitaire, du travail et de la santé. Et puis, au fil des rencontres, on constatait bien que dans plusieurs milieux, le service alimentaire est en gestion contractuelle. Donc, on voulait donner aussi un outil aux institutions pour qu'ils puissent remettre de l'information à leurs fournisseurs de services alimentaires. Donc, on a développé une marche à suivre destinée aux entreprises de gestion de services alimentaires qui est complémentaire. Donc, maintenant, quelques éléments de la fiche d'introduction. Donc, dans celle-ci, vous allez découvrir les premières diapos là, de ce que Muriel nous a présenté, les objectifs, la méthodologie, etc. Mais on rentre aussi dans les définitions, les concepts. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'un système alimentaire durable? Donc, les démarches d'approvisionnement cadrent dans cette vision-là d'un système alimentaire plus durable. On définit ce que sont les aliments locaux. On s'est collé sur la définition d'aliments du Québec, mais on explore certaines
certaines, comment je pourrais dire, tendance à aller peut-être plus loin parfois, soit en allant vers quelque chose de plus régional ou même le concept de circuit court, mais notre définition s'appuie vraiment sur l'aide aliments du Québec. Donc, ensuite, on définit les aliments éco-responsables et on relate aussi des différents bénéfices d'une alimentation durable pour dans nos institutions, donc tant pour notre société en ce qui a trait à la santé, l'économie locale, l'environnement, l'éducation, mais aussi qu'est-ce que ça peut apporter aux institutions en elles-mêmes. Donc, déjà une valorisation, une motivation de l'équipe, une valorisation à offrir des produits sains, locaux, quelque chose de ce qu'il y a de meilleur à leur clientèle, puis justement la satisfaction de cette clientèle ou des usagers des différents milieux. Donc, on insiste, Mathilde en a parlé tout à l'heure dans le programme Aliments du Québec, de l'importance de quantifier. Donc, pour pouvoir connaître son point de départ, mais pour pouvoir aussi ensuite se fixer des cibles. Donc, c'est une étape qui est primordiale puis qui revient dans les différentes fiches. Oui, c'est vrai que ça demande un certain temps, mais ça nous permet ensuite de vraiment mesurer nos efforts, de s'appuyer sur des indicateurs de suivi pour évaluer la progression puis de vraiment clarifier nos objectifs, de savoir quelles catégories d'aliments ont besoin d'un peu plus d'efforts pour augmenter en pourcentage local, éco-responsable. Aussi, là, on parle de local, mais quand on parle d'éco-responsable, il y a d'autres critères comme le biologique, l'équitable, la pêche durable qu'on peut mesurer et aussi se donner des objectifs à ce niveau-là. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis, souvent, de l'expérience qu'on a eue à parler avec plusieurs institutions qui l'ont réalisé, on est souvent surpris qu'il y a une plus grande part qu'on croit qui est déjà locale. Donc, ça, c'est encourageant. Et ça peut nous permettre ensuite de se fixer des cibles encore plus ambitieuses, mais sur une base qui est quand même confortable. Donc, étape encourageante, se fixer des cibles, c'est ce que ça donne. Établir des seuils en fonction des catégories de produits. Et puis aussi pouvoir colliger les informations. Plus il y a d'institutions qui vont quantifier leur approvisionnement, plus on va être capable de constater une moyenne, ou en tout cas où se situent nos institutions en moyenne dans le Québec, puis vraiment se fixer des cibles réalistes, mais aussi ambitieuses. Mais en fait, d'être capable de vraiment dresser un portrait, puis peut-être aller chercher le soutien, développement de programme en connaissance de cause. Donc, toujours dans la fiche d'intro, on va définir les types d'institutions. Donc, vous dressez un portrait, institutions privées, institutions publiques, la représentation des différents types de gestion au sein des services alimentaires de ces différentes institutions-là. Donc, est-ce que c'est plus de l'autogestion, de la gestion contractuelle, parfois de la gestion mixte. Donc, au sein d'une même institution, on peut avoir une cuisine autogérée et un point de service qui est relégué à un concessionnaire alimentaire. Donc, toutes ces définitions-là, vous allez les retrouver dans la fiche d'intro. C'est bien important de dire que bon, chacune des fiches qu'on a développées par secteur a sa réalité propre, ses enjeux spécifiques. C'est ce qui fait que vous allez retrouver dans chacune des fiches un modèle qui ressemble, qui est fidèle à ce qui est vécu dans ce secteur-là. Par contre, c'est important de mentionner que dans un secteur, il peut y avoir différents modèles. Donc, on a toujours prévu de renvoyer vers une fiche alternative dans le cas où votre situation ne serait pas illustrée dans votre fiche maîtresse. Par exemple, vous êtes une garderie privée et puis vous êtes en gestion contractuelle. La majorité de ce secteur-là est en autogestion, mais vous allez être référé vers une fiche qui traite plus de l'approvisionnement contractuel. Donc, chacune des fiches est bien pensée à ce niveau-là. On aborde aussi dans la fiche d'intro les principaux défis qui peuvent toucher tous les secteurs. La plupart de ceux qui sont sur la diapo, c'est sûr que ça s'adresse plus souvent certaines aux institutions publiques. Par exemple, le sous-financement, mais le financement, c'est des institutions publiques. Donc, des fois, les budgets alimentaires peut-être ne permettent pas de faire ce pas de plus. Pour le local, il n'y a pas toujours une si grande différence. Mais quand on pense à l'éco-responsable, le bio, ou d'autres critères, bon, on a besoin d'un peu plus de sous pour aller vers ces produits-là. Au niveau de la législation, les institutions publiques sont soumises à une législation interprovinciale internationale qui ne leur permet pas nécessairement de discriminer la provenance. Donc ça donne aussi certains freins là, dans la manière de formuler leurs appels d'offres et tout. Les chaînes d'approvisionnement sont complexes, il y a beaucoup d'intermédiaires, donc je pourrais dire
ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent aussi faire le pas vers un désir d'approvisionnement local pour que ces produits-là soient disponibles au bout de la chaîne. La logique du plus bas soumissionnaire oriente souvent le choix des contrats ou des entreprises choisies pour fournir les institutions. Donc, des fois, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais on aurait pu avoir les critères qu'on souhaitait. Fait que cette logique-là on doit y réfléchir. Puis au niveau des tendances sociétales, on parlait tout à l'heure d'un mouvement, oui, on veut acheter local, il y a l'air d'avoir un engouement en ce sens, ce qui est vrai, mais en parallèle, il y a toujours ce désir-là de manger frais en toute saison, d'avoir accessibilité à tout en tout temps. C'est encore présent dans nos habitudes de vie chez beaucoup de citoyens. Donc, ces tendances-là se reflètent dans ce qui est demandé dans les services alimentaires institutionnels. Donc, on veut plaire à la demande. Fait qu'il y a aussi à travailler sur cet aspect-là. Puis, au niveau de la diversité des produits locaux, ça peut être variable d'une région à l'autre, d'un distributeur à l'autre, et puis la même chose pour le prix des aliments. Donc, ça, c'était les grands défis généraux. Dans chacune des fiches, on retrouve les défis plus spécifiques à chacun des secteurs. Alors maintenant, la présentation d'une fiche pratique, je vais vous donner un aperçu de ce que vous retrouvez dans chacune des fiches milieu. Donc, comme on l'a dit, il y a 6 fiches milieu de la petite enfance, milieu scolaire, collégial, universitaire, du travail et de la santé. Dans chacune des fiches, vous allez retrouver un portrait global du secteur. Donc, on tente de vous démontrer le nombre d'établissements, la répartition selon le type d'établissement privé, public, autres particularités. Et puis, des données récentes sur les populations desservies par les institutions de ce secteur-là. Donc, un nombre total d'usagers, ça peut être des élèves, des enfants, des patients, des résidents, donc qui est touché par l'alimentation dans ces secteurs-là. Et ensuite, aussi, on va départager quel type de gestion est représenté dans ce secteur-là. Et on va ajouter un peu d'informations sur les particularités propres à chacun des milieux. Le cœur de la fiche, qui est la marche à suivre détaillée, donc c'est ici qu'on va parler d'étapes, donc les étapes pour s'approvisionner davantage localement. Les étapes, ce qui est important de savoir, c'est que, bon, elles sont inspirées de l'expérience pratique des gens qu'on a rencontrés. Il y a une partie par secteur, on arrive à certaines étapes, mais on a aussi regardé plus largement, quand on regarde toutes les entrevues qu'on a réalisées, il y a quand même une marche à suivre qui peut ressortir, puis on l'a adaptée à chacun des milieux. Donc, c'est vraiment tiré d'expérience pratique et adapté. Ça se veut vraiment adapter. Et il faut aussi mentionner que les étapes peuvent être interchangeables. C'est-à-dire, on a dressé un ordre logique qui peut être très plausible, mais quelqu'un pourrait décider de faire l'étape 5 en premier. Par exemple, informer. Vous allez découvrir dans les fiches toutes les étapes précises, mais c'est pour dire que c'est malléable. Donc, c'est une proposition et puis on encourage chacune des institutions qui veut amorcer de telles démarches à la mettre à sa main. Donc, voilà. Et puis, comme je le disais tantôt, vous allez découvrir les leviers propres au secteur ainsi que les défis vraiment plus particuliers. On souhaitait que les gens se reconnaissent dans les fiches, donc de leur nommer ce qu'ils vivent. Là, à quelque part, on se sent interpellé, puis après, on travaille sur ces défis-là en réalisant les différentes étapes. On ajoute, il y a des compléments d'informations dans la fiche, donc une section bon à savoir, une section trucs et astuces. Dans le bon à savoir, c'est vraiment un supplément d'informations qui peut parler de différents aspects. Il y a des éléments qui peuvent revenir justement d'une fiche à l'autre, mais parfois, il y a des bons à savoir qui sont spécifiques, là, qui sont seulement, par exemple, dans la fiche petite enfance, peuvent être reliés soit à la gestion du temps, aux retombées que les démarches peuvent avoir dans nos milieux. Ça peut être des éléments très détaillés qui touchent, par exemple, les institutions qui ont des devis à rédiger, des trucs par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment bon à savoir. Trucs et astuces, c'est des pistes d'action concrètes pour aller un peu plus loin dans les démarches. Donc, ça peut toucher la conservation des aliments, l'entreposage, la diversité de l'offre alimentaire, par exemple, plus de plats végétariens, le gaspillage alimentaire, puis la réduction des déchets. Une autre partie de la fiche qui est intéressante, c'est justement la présentation de milieux inspirants. Donc, tous ces gens qu'on a interviewés, on a voulu vous les présenter. Donc, on a dans cette section-là 2 à 4 portraits.
dans lesquels on a un aperçu de l'institution en bref, donc combien d'employés, combien d'usagers, le parc alimentaire, à quoi il ressemble, qu'est-ce que représente le service alimentaire analysé, donc c'est combien de cafétérias, combien de repas par jour, et aussi les principaux fournisseurs. Ensuite, il y a un résumé de la démarche, donc un portrait de toutes les démarches qui ont été effectuées en approvisionnement local et éco-responsable par ces institutions-là, des éléments de réussite propres à leur expérience et des conseils. On termine la fiche par une section ressources. Puis un truc qui est important à mentionner par rapport à ça, c'est qu'il y a des icônes que vous retrouvez là, justement, les 4 icônes que vous remarquez en lien avec chacune des ressources, que ce soit les programmes d'accompagnement, les listes, les outils, les documents de référence. Bien, ces petites icônes-là se retrouvent un peu partout dans la fiche, puis ramènent à la ressource dans la page finale, qui est la page ressources. Donc, ça nous permet de rapidement aller chercher l'outil ou le programme, le document qui est lié à l'étape qu'on veut réaliser directement dans la page ressources. Là, on a seulement illustré là, les programmes d'accompagnement dans cette page-là parce que c'est difficile de mettre des logos de listes et d'outils, mais il y a de tout dans la section ressources et puis elle est adaptée à chacune des fiches. C'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent quand c'est universel là, dans toutes les fiches. Alors voilà. Où trouver les fiches? Sur notre site Équiterre, vous l'avez ici, mais on va vous le faire parvenir de manière à ce que ce soit facile et pas besoin de l'écrire ou de le retenir. La même chose pour Aliments du Québec, donc ils sont partout et on espère que vous allez les consulter. Alors, nous aussi, on souhaite remercier nos partenaires pour ce projet-là, qui sont Aliments du Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Mais je souhaite aussi remercier tout particulièrement les collaborateurs. On a réservé 2 pages entières à tous ces collaborateurs-là à la fin de la fiche d'introduction. Donc, vous allez avoir tous ces gens qui ont participé tant aux entrevues, à la relecture, au graphisme, en tout cas, tous les acteurs de ces fiches-là, sans qui le contenu ne serait pas. Alors, je souhaite vraiment remercier tous ces gens-là. Alors, on a une petite période de questions-réponses très courte, mais si jamais il y en a qui ont des questions, je crois qu'il faut utiliser le question-réponse, idéalement. Ou le converser. Ou le chat. Ou le converser. On va être ouvert. Je peux en profiter pendant peut-être la période de questions, si en attendant qu'il y ait quelqu'un qui en ait une, pour vous dire tout de suite que c'est ça, à la fin du webinaire, on va vous faire parvenir un courriel, tous ceux qui ont participé, avec un lien pour accéder aux fiches pratiques. Vous allez avoir le petit dépliant d'information du programme, puis aussi, vous allez avoir le lien pour participer à partir de demain. Avec votre participation au tirage au sort pour les institutions Mange locales. On avait ouvert cette année là, que les gens qui participaient au webinaire pouvaient également participer aux institutions Mange locales pour les tirages compte tenu de la situation actuelle qui rend un petit peu plus difficile les activités en présentiel. Est-ce que toi, tu vois des questions? Moi, on dirait que je n'ai pas accès aux questions dans la structure de partage que je fais en ce moment. Alors, non, il n'y en a pas. Il y en a dans le converser. Gabriel a répondu au niveau à la question qu'on a eue. J'ai répondu aussi à une question au niveau des produits. OK. Ça veut dire qu'on a été super clair, Dominique. C'est excellent. OK. Ah, il y a une petite question-réponse quelque part. Mais je n'arrive pas à la cliquer. Celle-là, j'ai répondu directement dans le chat, mais je peux la répondre en direct. La question de Julie, c'est au niveau des plats. Est-ce que tous les ingrédients doivent être 100% Aliments du Québec? Ce que j'ai compris de la question, c'est quand on soumet une recette, est-ce que ça doit être que des produits qui ont été poussés ou élevés au Québec? La réponse est non. Ça peut aussi être des produits qui ont été préparés et transformés au Québec. Ils doivent soit avoir notre logo de certification Aliments préparés au Québec ou répondre à sa définition. Voilà. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. C'est bon. Donc, ben voilà. Oui, on va aller à la dernière diapo. Avez-vous des sondages ou études récentes sur le changement d'habitude des consommateurs au Québec? Voit-on vraiment une forte prise de conscience de l'importance du local cette année ou bien c'est une alimentation constante? Je dirais que
On va avoir des données éventuellement, peut-être pas tout de suite. On en a avant un peu COVID, on en a quelques-unes pendant COVID. Il va y avoir les résultats de l'étude bleue qui va pouvoir probablement nous donner un petit peu d'informations à ce sujet-là. Elle n'est pas encore diffusée, mais elle le sera éventuellement. Fait que je pense que ça va être cette étude-là qui va nous déterminer l'importance pour les consommateurs de consommer des produits locaux. Oui. C'est bon? C'est bon. Alors, merci de votre participation. Je ne sais pas s'il reste encore. Oui. Je te laisse le mot de la fin, Mathilde. Oui, ben non, en fait, c'est juste pour vraiment vous remercier de votre présence. C'est vraiment, encore une fois, cette année, pour nous, on considère que c'est un succès, les institutions Mange locales. On est vraiment contents que vous soyez des nôtres. Puis, on est disponible, Dominique et moi, pour répondre à toutes vos questions. Ensuite, je pense que vous avez déjà nos coordonnées, mais sinon, vous allez les recevoir dans le courriel qu'on va vous faire suivre après ce webinaire. Merci beaucoup. Merci.